Mesdames, Messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil, bonne matinée, bienvenue ici sur Canal, bienvenue au 21 boulevard des Martyrs, vous regardez la matinale, bonjour d'Algérie, c'est un plaisir de vous la servir avec toute l'équipe du week-end. On avait commencé hier, on enchaîne aujourd'hui avec tout plein d'invités. Hier c'était l'équipe du week-end, une émission entièrement consacrée aux chroniqueurs de l'émission. Ce matin, c'est beaucoup d'invités et beaucoup d'univers complètement différents. Et on en parlera d'ailleurs ce matin. Le mois de mars, le saviez-vous, c'est le mois des martyrs. Et on en parle ce matin. Hommage aux martyrs, hommage à ceux qui ont donné leur vie et qui ont sacrifié leur vie pour ce pays. Avec Mohamed Rabbah, on en parle. Il est passionné d'histoire. Avec Mohamed Rabbah, retour sur le mois des martyrs, sur les grands noms d'ailleurs de la révolution et de la guerre de libération algérienne, mais également de la violence coloniale. Mohamed Rabbah sera sur le plateau. Raja Aboudega, ça vous dit peut-être quelque chose? Alors lui, il est journaliste palestinien, il a bien connu Yasser Arafat, il a bien connu Mahmoud Abbas, il est installé en Europe depuis quelques années. Il a été longtemps le correspondant d'une radio algérienne nommée Alger Chaîne 3, correspondant également de plusieurs chaînes de télévision étrangères européennes notamment. Avec lui, retour sur cette proximité entre Gaza et l'Algérie, entre la Palestine et l'Algérie. Retour avec lui également sur une chronique d'une prison à ciel ouvert. La chronique d'une prison à ciel ouvert, c'est raconter l'histoire, le quotidien d'un journaliste quand on habite à Gaza, ce petit territoire surpeuplé et encerclé par l'armée israélienne. En tout cas, il sera là et il nous racontera tout cela dans sa chronique à lui. Abdelhakim Messiani, lui aussi, il est de retour. Il y a une semaine, il nous parlait de cette fameuse rencontre chez Mediabook. Il est de retour aujourd'hui. On va parler du patrimoine immatériel africain. On va passer du livre à ce patrimoine-là, immatériel en particulier. Le savez-vous, l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ont déposé un dossier commun pour la protection au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, le couscous. Eh ben oui. La demande aurait été déposée hier, enfin la candidature aurait été déposée hier, on en parle en tout cas tout à l'heure avec Abdelhakim Messiani, on évoquera également cette fameuse question. Maya Amrani, eh ben oui, Maya, tous les samedis, c'est une tradition, et avec elle, elle reçoit Salah Hamout, artiste mosaïste, et elle sera là sur le plateau pour vous raconter un peu tout cela. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. N'hésitez pas à commenter, à nous écrire sur la page de Canal Algérie, sur Facebook et sur YouTube. Sinon nous, sans plus tarder, c'est qui, c'est quoi? C'est la météo, tout simplement, avec Fletcher. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo de ce... Tiens, on est samedi 30 mars, c'est avec vous que ça se passe, Fallait le cher, bonjour. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous toutes, heureuse de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui encore, les nuages restent présents. Ils seront assez denses à l'intérieur du pays où ils apporteront quelques faibles pluies, parfois accompagnées d'orages. Ces nuages vont gagner du terrain au fil des heures. Ils vont se déplacer vers le centre. Ils donneront aussi quelques faibles pluies au fil des heures, notamment au courant de la soirée. Puis sur la partie sud, on notera encore les nuages, les nuages restent d'actualité au sud-ouest, au Nord-Sahara, au Sahara oriental, avec une activité pluvieuse orageuse localement assez marquée au courant de la soirée vers le sud de la wilaya de Béchar jusqu'au nord de la wilaya de Adrar, donc soyez prudents. Voici sans plus tarder les températures. Elles repartent à la hausse. À l'ouest, comme vers le centre, regardez, on attend 24 à Alger. Il fera 23 à Oran, maximum de 25 degrés à Rilizan et Chlef, 23 aussi pour Tlemcen, 18 à Djilfa, 20 à Annabas Kikda, 20 à Sétif, 17 à Betna, 18 à Galma. En allant vers le sud, on relèvera 23 cet après-midi à Biskra, à Gerdaya, 22 à Béchar, 31 degrés à Tindouf, entre 27 et 32 au Sahara central, 24 à Hassim Saoud, 28 à Elizi, 30 à Manrasset Janet et c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud avec 39 degrés.
À présent, place ce matin au Moyen-Orient. Eh bien, aujourd'hui, le soleil aura du mal à s'installer. La grisaille sera tenace vers le nord. Le temps sera variable à Bagdad, à Damas, à Amman. Il pleuvra aussi au Caire jusqu'à Sanaa. Un temps souvent voilé est prévu aujourd'hui à Riyad, à Abu Dhabi, dégagé pour Masqat, Jeddah, Khartoum. C'est toujours à Khartoum qu'on retrouvera la température la plus élevée à partir de l'après-midi avec 39 degrés, 28 pour Masqat, 27 à Abu Dhabi, 32 à Riyad, 33 à Jeddah, 28 à Sanaa, 15 degrés sous un ciel souvent variable à Damas, 16 à Amman, 19 au Caire, 24 à Bagdad et enfin 28 pour Masqat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h07. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. D'ici là, passez d'agréables moments avec vos mahrez. Bonne journée et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, vous l'aurez compris, temps variable au nord, pluie et soleil, notamment vers le sud du pays en particulier. Et le prochain bulletin météo, c'est à midi, juste après le journal. Merci Fariel. Quant à nous, un peu de musique. Et juste après, on parle histoire. Le volet histoire, évoqué par Mohamed Rebbah. On va parler du mois de mars. C'est le mois des martyrs. Mois de mars, l'occasion de parler de la violence coloniale avec ce passionné d'histoire, Mohamed Rebbah, qui sera sur notre plateau. Mais juste avant, un peu de musique, tiens. Et on va plutôt écouter Ed Day avec Anna Jazz.
Excellente matinée à vous tous. Ce matin sur Canal, vous étiez en train d'écouter le groupe Ed Day. Et c'est parti pour le volet histoire, 12 minutes durant avec Mohamed Rabbah. On va parler du mois des martyrs. C'est le mois de mars qui est d'ailleurs le mois de toutes les commémorations pratiquement, en rendant hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie, ont donné leur vie à ce pays durant la guerre de libération nationale. Mohamed Rabbah, bonjour. Bonjour. Alors ce matin avec vous, le mois des martyrs. Que peut-on en dire déjà avant même d'entamer la discussion? Eh bien, bon, pourquoi le mois de mars? Parce que, Oui, disons que deux dirigeants de la Révolution ont été assassinés au mois de mars. Le 4 mars, l'Arbi Ben Mehdi, qui était membre de la direction centrale du FLN, c'est-à-dire le CCE, Comité de coordination d'exécution, assassiné, pendu. C'est le général Ossares qui le dit dans son livre. Maintenant, c'est la vérité, mais en tout cas, on sait qu'il a été assassiné. Et Ali Boumendjel, Oui. le 23 mars, avocat, aussi membre de la direction de la zone autonome, de la branche politique qui était dirigée à l'époque par Ben Youssef Ben Khedda et qui a été torturé, affreusement torturé, au centre de torture d'El Biyar, 94 boulevard. Derrière la journée nationale des avocats, c'est le 23 mars. C'est en hommage à Feu Ali Boumendjel. Mais vous avez Ameroche aussi, vous avez Silhaouas également. Oui, voilà. Mais eux sont morts, disons, au combat. Oui. Là, j'ai cité ceux qui vous avez parlé de ceux qui ont été exécutés par l'armée coloniale. Parce qu'on va parler, si vous permettez, de la violence coloniale. Oui. Donc, j'ai parlé de ceux qui ont été assassinés et particulièrement de ceux qui sont connus. Mais durant la bataille d'Alger, durant la grande répression, il y a eu de nombreux assassinés, particulièrement au cours de ce mois de mars. Mais ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire que vous décidez non pas de les classer, mais plutôt de séparer les vocations. Vous évoquez différemment. Vous dites ceux qui ont été mis entre guillemets, jugés, mais on sait très bien les tribunaux de l'époque, et on sait très bien ce que faisait l'armée coloniale et la France coloniale de l'époque, et puis ceux qui sont tombés au combat. Alors parmi ceux qui sont tombés au combat, vous avez Silhaouas, vous avez Amerouche également. Voilà. C'était lors de leur... parce qu'ils devaient partir en Tunisie. Ils avaient été convoqués par le GPRA suite à un problème qui s'était passé au Maquis en décembre 58 et puis suite. Bon. On n'évoque pas cela. Mais... Ah oui, si on devait ouvrir le volet. Oui, ça c'est autre chose. Ce serait très compliqué parce qu'on parlerait de ce voyage, on parlerait de comment l'armée coloniale a eu les informations sur les déplacements des uns et des autres, comment a-t-on organisé une embuscade alors que... un travail de recherche. Oui, il faut faire un vrai travail de recherche, c'est clair, mais on sait très très bien que entre ce qui nous a été raconté et la réalité, on a d'une certaine manière réécrit beaucoup l'histoire, et il est temps aujourd'hui de la réhabiliter dans son sens vrai, dans son sens véritable, et avec les éléments qui ont réellement eu lieu, et non pas avec ce qu'on voudrait fantasmer de ce qui se serait passé. En histoire, c'est constamment remis en cause selon les informations que nous avons. Si nous avons des archives, si demain il y a des archives, évidemment il y aura une autre... mais c'est le travail aussi des chercheurs en histoire. Et ça, c'est un travail à faire. Bon, en France, les archives sont accessibles maintenant, certaines archives. Ceux qui ont la possibilité de travailler, de chercher, d'aller en France, parce que ça coûte cher quand même. Il n'y a que les Français qui sont sur place, qui peuvent se permettre. D'ailleurs, il y a de nombreux livres. Mais il y a certains sujets difficiles, il faut être prudent.
En histoire, il faut être prudent. Oui, mais on exige beaucoup l'ouverture des archives. C'est un fait et c'est très important d'ailleurs. Mais on ne dit pas non plus que sur les 57 dernières années, en termes d'histoire, nous n'avons pas été assez à la rencontre de leurs compagnons, de leurs familles, de ceux qui étaient avec eux. On n'a pas fait ce travail de retranscription de l'histoire. Et aujourd'hui, on voudrait rattraper tout cela avec des archives qui se trouvent en France. Elles sont importantes, ces archives-là. Mais il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus habilité qu'un compagnon qui était aux côtés de celui qui est tombé en martyr. Excusez-moi, il y a une mouche. Alors du coup, il y a une grosse mouche en plus, qui est tombé en martyr que de raconter. Donc la retranscription de l'histoire a été, on va dire, pas assez faite déjà à l'époque. Après, le débat, il serait encore plus... il serait complexe à l'heure actuelle. Mais c'est très bien que ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il faudrait peut-être réhabiliter certains faits d'histoire et non pas raconter que ce qui arrange une partie de ceux qui ont fait l'histoire. D'abord, l'histoire n'est, comme a dit un historien, n'est pas fille du pouvoir. Il faut que l'histoire s'écrive d'une manière indépendante. Il ne faut pas qu'il y ait d'injonction ou bien... Donc nous sommes, disons, dans la foulée. Il y a quand même des écrits, il y a des travaux. C'est normal. Et la génération future s'intéressera certainement et fera des travaux de recherche. Mais il y a... Il y a l'aspect de la violence coloniale que vous vouliez évoquer. Oui, parce que on n'en parle pas suffisamment. Oui. On oublie que les premiers martyrs, que la violence coloniale commençait évidemment avec la conquête, avec l'envahissement du sol le 14 juin 1830. Pour être plus précis, à 4 heures du matin, où le premier soldat français a mis les pieds sur le sol algérien, et il y a eu une résistance. Ils ne sont pas rentrés comme ça, comme des touristes. Et quand la résistance, il y a eu des martyrs. Donc il ne faut pas oublier, quand on parle de martyrs, il ne faut pas se limiter, à mon sens, de mon point de vue, à la période récente. À 54-62. Voilà, la guerre. C'est une longue résistance. Et le 19 mars, lorsque il y a eu le compromis du 19 mars, parce qu'il fallait sortir de la guerre, il fallait abréger les souffrances. Le jour de la victoire, vous voulez dire? Oui, le 19 mars 1962. Il fallait abréger, comme l'a dit un ministre des Affaires étrangères, Saad Dahleb. C'était un compromis. Ils ont fait beaucoup. La délégation algérienne a fait des concessions, le GPR a fait des concessions, mais il fallait sortir de la guerre. C'était aussi bien pour les Algériens et les Français aussi voulaient sortir de la guerre. De Gaulle voulait, mais pas à n'importe quel prix. Il fallait garder pour eux les intérêts, sauvegarder les intérêts. La violence coloniale, c'est quoi? C'est les atrocités, c'est des milliers de vies humaines écrasées durant 132 ans. C'est le travail forcé. C'est aussi, surtout, il ne faut pas oublier le racisme. C'est cela. Le racisme est une violence. C'est que l'Algérie ayant été une colonie de peuplement, le colonialisme s'est appuyé, s'est adossé sur le racisme et toute une éducation de la population européenne, c'est-à-dire les immigrés, ceux qui sont venus pour peupler sur la décision du gouvernement de l'époque de la France, peupler l'Algérie en leur donnant des terres, du travail, parce qu'après il y a eu les chemins de fer, il y a eu le travail, donc il y a eu des ouvriers qui sont venus, ils ont trouvé du travail, et ils les ont éduqués dans le racisme. C'est très important de rappeler cela. Ouais.
Alors, si vous le permettez, retour à ce fameux mois du martyr, et en ce mois des martyrs, on rend hommage à l'Arbi Ben Mehdi. Vous en aviez parlé d'ailleurs il y a quelques Oui, oui, instants, oui. qui a été torturé et exécuté par l'armée coloniale. C'était durant la guerre de libération nationale. C'est Nejma Harch qui vous propose d'ailleurs ce portrait. On se retrouve juste après pour en parler. Mohamed Larbi Ben Mehdi est né en 1923 dans la région de Ain Mlila, à l'est du pays. Dès l'âge de 6 ans, il est inscrit à l'école primaire de son village natal, qu'il quittera une année plus tard afin de poursuivre ses études à Batna, jusqu'à l'obtention du certificat de fin d'études. En 1939, il entame des études secondaires à Biskra, où il adhère également aux scouts musulmans algériens. Il travaille par la suite dans l'administration en qualité de comptable au service du génie civil. En 1943, l'Arbi Ben Mehdi s'installe à Constantine où il est influencé par les enseignements de l'association des Oulémas et adhère quelque temps plus tard au mouvement des Amis du Manifeste de la Liberté, créé à l'époque par Farhat Abbas, et participe ainsi au congrès de mars 1945. L'Arbi Ben Mehdi adhère également au Parti du peuple algérien qui revendiquait l'indépendance de l'Algérie. Au lendemain des manifestations et des massacres du 8 mai 1945, l'Arbi Ben Mehdi est arrêté et incarcéré dans la prison de Constantine durant 4 mois. Ces événements l'ont plus que jamais motivé dans son engagement politique. À sa libération, l'Arbi Ben Mehdi poursuit ses activités révolutionnaires au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et de l'organisation spéciale. L'Arbi Ben Mehdi multiplie alors ses activités afin d'éveiller les consciences à la cause nationale tout en pratiquant le théâtre engagé. Avril 1954, Mohamed l'Arbi Ben Mehdi participe à la constitution du comité révolutionnaire d'unité et d'action dont il devient l'un des 22 membres et qui donnera naissance au FLN. Il quitte alors le Constantinois pour Alger puis Oran pour prendre le commandement de la 5e région jusqu'en 1956. Il est désigné après membre du Conseil national de la Révolution algérienne à l'issue de la première réunion qu'il a présidée au congrès de la Soumam. L'Arbi Ben Mehdi est élevé au grade de colonel, membre du CCE, comité de coordination et d'exécution. Il est aussi le responsable de la zone autonome d'Alger. Il œuvre à la consolidation des groupes patriotes des Fidaïens. C'est l'un des principaux initiateurs de la grève générale de 8 jours en janvier 1957. Se lance à sa recherche la police française quadrillée par des milliers de parachutistes. Malheureusement, le 23 février 1957, l'Arbi Ben Mehdi est arrêté dans cet appartement de l'avenue Debussy par les hommes de Bijar où il se trouvait de passage. Longuement interrogé, puis horriblement torturé, l'Arbi Ben Mehdi tombe au champ d'honneur dans la nuit du 3 au 4 mars en 1957, après avoir donné une leçon d'héroïsme à ses bourreaux alors qu'il n'avait que 34 ans. Sur les circonstances de sa mort, l'armée française parle d'un suicide. Mais en réalité, l'Arbi Ben Mehdi a longuement résisté aux différentes pratiques de torture. La bravoure du leader du FLN a impressionné ses amis comme ses ennemis. 30 années plus tard, le para Allaire dira « J'aurais aimé avoir un patron comme lui à mes côtés. Ben Mehdi, c'était un seigneur. » L'histoire retiendra à tout jamais la légende de l'Arbi Ben Mehdi, sa dignité intacte, son courage et sa résistance marqueront à tout jamais les pages de l'histoire de notre pays. Voilà, c'était donc l'hommage rendu par Nejma Harch. J'imagine que vous avez apprécié.
Oui, simplement, je voudrais apporter une précision. Allez-y. Il a été arrêté à Alger. Pourquoi se trouvait-il à Alger? C'est cela, parce que ça a été évoqué, effectivement. Ça disait qu'il était de passage à Debussy. Oui, mais à Alger, il était avec les autres membres du CCE. Oui. La Ben Ramlan et Ben Youssef Ben Khedda, et lui dirigeait la zone autonome. Oui. Et l'Arbi Ben Mehdi avait la charge de la branche militaire. Oui. Et c'est lui qui supervisait toutes les actions, dont celle d'Yveton, par exemple, en novembre 1956, où la tentative de sabotage de l'usine d'El Hamma, et il était d'accord pour ça. C'est ça. Donc, c'est juste pour dire pourquoi il se trouvait à Alger. Oui. Il aurait pu continuer à diriger la région d'Oran. Et il a donc été emmené à une villa de Scala et à El Biar, au fameux centre de torture dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et comme ils n'ont rien, absolument rien tiré de lui, bon, ils l'ont assassiné, pensant aussi, connaissant son rôle dans la Révolution, pensant arrêter, briser, c'était une perte effectivement pour la Révolution, mais pensant arrêter. Et je voudrais simplement dire un mot à propos de l'Arbi Ben Mehdi. Il nous laisse un article. Il a écrit, et il a été publié dans le journal El Moudjahid, numéro 2 de fin juin 1956, c'est-à-dire quelques jours avant le congrès de la Soumam. Et je voudrais citer ces expressions. Allez-y. Il faut les connaître, il a parlé de république démocratique et sociale pour l'Algérie indépendante, le futur. Donc il avait une vision déjà. Et il a parlé de société socialiste. Et il a parlé... À l'époque, ça allait aussi avec, enfin, même si c'était un peu plus tôt que les années d'or du socialisme, mais à l'époque, on était soit communiste, soit capitaliste. Il n'a pas parlé de la voie capitaliste. Oui. Soit capitaliste, soit socialiste. Il a parlé de la société... Dans le socialisme, vous avez plein de courants après. Oui, mais là, bon, il n'a pas parlé de la voie capitaliste. Il est normal. C'est une guerre pour libérer une nation, pour libérer un peuple. On ne peut pas parler du pouvoir des capitalistes alors que nous sommes un révolutionnaire qui voulons l'indépendance pour tout un peuple et pour toute une nation et qu'on est prêt en plus à sacrifier ça. Parce que la violence coloniale, c'est la violence du capitalisme français qui se développait à l'époque et qui avait besoin de débouchés, de marchés, qui avait besoin de matières premières. D'ailleurs, le capitalisme français était intéressé par les ressources naturelles de l'Algérie, puisque par la suite la guerre s'est allongée à cause du pétrole et du Sahara. C'est cela. Donc, et il a parlé aussi de réforme agraire, profonde réforme agraire. Oui. Je voulais simplement citer cet article qui est connu par les historiens. Très bien, et on finit avec, si vous le permettez, Mohamed Rabah. Oui, allez, dites-nous. Pardon, simplement pour dire qu'il est connu, c'est un article connu, et ce qui fait que c'est la personnalité de l'Arbi Ben Mehdi. C'est cela. Ouais. Alors, le mois de mars, c'est le Houess, c'est l'Arbi Ben Mehdi, c'est le colonel Lotfi, donc Ben Ali Boudren, qui était à la tête de la Wilaya 5, et qui combattait du côté de Béchar, qui est décédé à l'âge de 26 ans d'ailleurs. Et qui est tombé en martyr à l'âge de 26 ans. Vous avez Ameroche, forcément, et vous avez beaucoup d'autres, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il est
il est bien de parler, il est important de parler de nos héros de guerre, mais il est important aussi, avant tout, de rendre hommage à l'ensemble des martyrs de la guerre. Et il y a des noms que l'on ne connaît pas, mais qui ont donné de leur vie pour l'indépendance du pays. Oui, Et il est parce important que, de leur rendre hommage. si le peuple algérien n'avait pas suivi, eh bien l'insurrection aurait échoué quelques mois après. Oui. Donc il faut rendre hommage à tous les paysans. Oui. La guerre s'est faite dans les montagnes. C'est ça. Il ne faut pas oublier les bombardements des... C'est ça. il ne faut pas oublier que la France incendiait les Mechta, les Gourbi. Il ne faut pas oublier non plus les déplacements forcés avec les camps de regroupement où il y a eu des morts. Alors, vous parlez des centres de regroupement, mais on sait très bien que vous avez dit tout à l'heure, la guerre n'est pas de 54 à 62, la guerre, elle est... Enfin, quand on évoque l'histoire, on doit l'évoquer de 1830 Depuis l'entrée de voilà, c'est ça, 1830 à 1962, vous avez les enfumades de Dahra, vous avez les enfumades de Dahra, vous avez le 8 mai 45, on va en parler très prochainement d'ailleurs. Oui, oui, il ne faut pas oublier le 8 mai 45 parce qu'on désigne cette date. On dit que la guerre a commencé, l'insurrection a commencé. Le socle de réflexion, voilà, exact, a été entamé après le 8 mai 45, qui lui-même est né d'une déception des Algériens, eux qui s'attendaient après la Deuxième Guerre mondiale à obtenir leur indépendance parce que la France avait miroité cette pseudo-indépendance et qu'elle a utilisé les Algériens comme chair à canon dans cette guerre mondiale et dans toutes ces guerres d'ailleurs. Et dans tous ces déplacements, que ce soit mais les Algériens ont contribué à libérer la France. Oui, ils ont contribué. Et c'est pour ça que je donc vous dis, ils attendaient en retour. C'est ça. Et ça a enchaîné le 8 mai 45. C'est pas le débat du jour, mais on aura l'occasion d'en parler très prochainement. Merci Mohamed Rabah. Merci, c'est moi. Écoutez, je vous souhaite un excellent samedi. Oui. Ouais. Et je suis maintenant habitué à vous, à l'équipe. Ah, vous revenez quand vous voulez. Oui. Ah bah non. Je me sens nous aussi, très bien. on vous aime bien. Je me sens très bien. D'ailleurs, j'ai réfléchi, j'ai dit pourquoi on ne créerait pas une chronique ce serait pas mal ça. Et je vous jure, vous vous rappelez Oui. Désolé, hein, ne faites pas de comparaison maladroite, je veux dire. Restons dans le contexte. Vous vous rappelez d'une émission sur une chaîne de télévision étrangère où il y avait Nounours qui racontait une histoire avant de dormir le soir sur une télévision publique? Vous m'en aviez parlé, et puis c'était votre idée de faire justement... Ah, je vous l'ai déjà dit? Oh mon Dieu. Il y a déjà... Ma mémoire se régénère. Oui, il y a déjà 2 ans, mais... Pas 2 ans, c'est plus, un je projet, pense. Hein. Plus. Ouais. C'était un projet. Je vous l'ai dit pour vous, je vous l'ai pas dit, j'ai pas de projet moi, j'ai pas... Non, mais moi je suis une idée. Mais imaginez, alors refaire de la télévision comme dans les années 60 et 70, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Il y a ceux qui ont le cerveau coincé dans les années 70, mais il y a ceux qui ont la créativité de pouvoir faire comme ce qu'on faisait, mais avec une réflexion moderne. Alors du coup, imaginez, vous faites une chronique le soir où c'est pyjama. Bon, pas pour vous, hein, forcément. Mais ce serait pour les enfants comme ça raconterait quelque chose. Ils en ont besoin. Mais ce serait ils en ont besoin. Oui, ils en ont besoin. On ne connaît pas l'histoire. Je vous le dis, on ne connaît pas, vous n'avez qu'à voir les micro-trottes dans la rue. Hein. Pas nombreux. Allez, tiens, ça me rappelle cette chanson-là. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve bientôt. Inch'Allah. Et ben voilà. Quant à nous, tiens, c'est vrai que je perds un peu de temps des fois. On part dans des délires et puis il n'y a que moi qui les comprends. Et puis moi, je mets du temps à monter dans le train et après ça finit comme ça. Alors du coup, c'est Gaza qui sera à l'honneur dans quelques instants. C'est Reza, tiens, avec la Palestine de Raja Boudegga. Gaza raconté par Raja Boudegga, sa chronique d'une prison à ciel ouvert. Il nous la raconte, son parcours aussi. Il est palestinien, il est installé en Europe, il est correspondant pour plusieurs chaînes de télévision et de radio. Il s'appelle Raja Boudegga et il sera là juste après cette fameuse chanson. Ah oui, qui nous a marqué. Celle de la diva Fayrouz. Et Fayrouz, elle chante quoi? Quel est son plus grand morceau selon vous, Mohamed Rabah? C'est... J'ai pas la mémoire des chansons. Je l'aime bien. C'est parti. Oui.
Voilà, excellente matinée. Quand vous écoutez Fayrouz, ça vous évoque quoi, Raja Boudega? Bonjour. Bonjour. Vous aimez les bonjours, les salam alek. Alors, quand vous écoutez Fayrouz, ça vous évoque quoi? C'est très touchant, ça remonte à la vraie histoire palestinienne parce que c'est une des chansons qui reste aggravée dans la mémoire du peuple palestinien, notamment le peuple arabe. Parce que Jérusalem, c'est une référence pour le monde entier, le monde islamique et notamment le monde entier, toutes les religions. C'est la ville 3 fois sainte. Ouais. Donc il y a les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et elle a chanté dans ce sens-là. C'est cela. C'est énorme. Raja Boudega, alors vous êtes palestinien, de père et de mère? Oui. Vous êtes né où exactement? Je suis né à Foucault, à Tipaza. Vous êtes né en Algérie? En Algérie. Oui. Ça fait 1967. En 1967. Oui. Alors, pourtant, vous repartez, alors que vous êtes né, beaucoup sont nés à l'étranger, effectivement, quand on sait que la Palestine est un pays colonisé, la Palestine est un pays qui est spolié par Israël. Vous avez décidé de revenir en Palestine. C'était en quelle année, ça? De toute façon, moi, j'ai pas décidé d'être palestinien. Je me suis trouvé né palestinien, des parents palestiniens. Mes parents font partie des Palestiniens qui ont répondu à l'arabisation ici en Algérie après l'indépendance. Oui. Donc, dans le cadre du coopératif ethnique, donc les Palestiniens avant 67, il y avait une liberté de circulation de Gaza et de la Cisjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui les frontières 67. Les Israéliens, ils ont occupé. L'ennemi israélien a occupé les territoires palestiniens 48, c'est-à-dire la Palestine 48 et la Palestine historique, Oui. et a laissé, soi-disant, sous contrôle sécuritaire Gaza et la Cisjordanie. Gaza, les gens, les habitants de Gaza, ils avaient un document de laissez-passer égyptien, c'est écrit comme ça, document de voyage pour les réfugiés palestiniens. Et celui de la Cisjordanie, la Jordanie a estimé de leur donner un passeport jordanien. Donc ils avaient une certaine liberté de circulation. En revanche, mes parents, mon père exactement, il était parmi les premiers qui est venu ici en Algérie pour enseigner l'arabe. D'accord. Et à ce moment-là, donc il s'est marié après avec maman et je suis né. En 67, Comme par magie. voilà. Comme par magie. Et je ne suis pas le seul, il Oui, était bah un oui. bon travailleur, mon père. J'ai 7 sœurs et un frère quand même. Hein. Ils étaient tous cette mentalité, les Palestiniens à l'époque, il faut avoir beaucoup d'enfants, Oui. parce que c'est le droit de retour, on va retourner. 67, il y avait la guerre de 67, et à Blida, Oui. ils étaient tous regroupés, les Palestiniens qui étaient ici en Algérie, pour y aller à la guerre. C'était 67 où il y avait beaucoup de personnes, ils ont Algériens, un bataillon complet qui a Oui. participé à la guerre. Bon, on a perdu la guerre, et à ce moment-là, la Cisjordanie et Gaza est devenue occupée à 100%. Donc tout Palestinien d'origine Gaza, même s'il était à Gaza réfugié des ans 48, il est considéré réfugié. Oui. Donc on est devenu réfugié et après le 67, déplacé. Donc je faisais partie de cela. Et dans ce cadre-là, tous les coopérants techniques qui étaient ici en Algérie, que ce soit irakiens, égyptiens, syriens ou autres, ils avaient un contrat de travail pour 5 ans renouvelable une seule fois. Les Palestiniens, ils ne peuvent pas annuler leur contrat parce qu'il n'y a pas où y aller. C'est ça. Et ils sont restés là, et la vie continue. Et c'est continue jusqu'au jour où je me suis trouvé à l'âge d'un jeune, et après à l'âge d'un diplômé. Et j'étais formé ici, militairement. J'étais un aéronauticien, un ingénieur d'État en aéronautique à Blida. Et je faisais partie de la révolution palestinienne, de membres des combattants. Et je suis marié ici avec une Algérienne, c'est normal, mon enfance ici, même ma ville natale. Oui. Et le jour où il y avait les accords d'Oslo, on a vu à la télévision les images de Gaza en couleur, on a pensé que c'est vrai, c'est l'indépendance et tout. Donc on a répondu dans le cadre de construire notre pays, fonder notre État, et on a été pris en piège par l'assassinat de Rabin, celui qui a signé l'accord de paix avec M. Yasser Arafat, Allah yarhamou. Et à ce moment-là, on s'est trouvé dans une deuxième intifada, etc., etc. Et à un certain Pourtant, moment... Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste israélien. Oui, ils n'ont jamais condamné, ils le considèrent comme un fou, mais un Palestinien, un jeune, même aujourd'hui, c'est la journée de terre palestinienne, la journée de la terre palestinienne, c'est une cérémonie que chaque année qu'on l'a faite par des manifestants et tout. Si un enfant, un jeune, même tout de suite, il n'y a même pas 10 minutes, parce que je reçois instantanément les informations, il y a des jeunes qui sont blessés par les tirs israéliens, ils les considèrent comme des terroristes. Et eux-mêmes,
quand il tue la paix, quand il assassine toute tentative en se reposant sur la décision de la Ligue du monde arabe, y compris l'Algérie qui a fait partie de cela, Oui. la paix contre la terre, ou la terre contre la paix, il faut la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous repartez à quel âge en Palestine, à Gaza? Ben, je suis allé à l'âge de 33 ans à peu près, Vous restez combien 32 ans. d'années? Après 32 ans de vie de façon continue ici, en Alger, et le moment quand il est arrivé à avoir l'autorisation israélienne de rentrer dans le cadre des combattants de retour ou des militaires à retour, je faisais partie de protocole présidentiel, l'aviation présidentielle. Je travaillais avec les deux présidents, celui de Yasser Arafat et Mahmoud Abbas. Et en plein travail, donc j'étais aussi désigné comme étant l'interprète. J'ai interprété pas mal de fois pour les deux présidents. Ouais. Et j'étais présent dans plusieurs, si je pourrais le dire, des réunions de négociation où il y avait d'autres langues, et notamment le CCF, Centre culturel français à Gaza, qui a désigné les francophones, je faisais partie, surtout tous les Palestiniens ressortissants de l'Algérie. Alors, comment, vous restez combien d'années en Palestine? Je suis resté jusqu'à... J'étais interdit de sortir parce que j'étais pris en piège quand je suis rentré. Les Israéliens ne nous ont pas accordé de donner la carte d'identité, qui était toujours jusqu'aujourd'hui sous l'accord israélien. Donc je me suis trouvé sans papier avec mes enfants et ma femme. Oui. Et la décision a été prise jusqu'à après la guerre de 2008. La décision de M. Bouteflika en personne, après un article qui a été publié, j'étais représentant des Algériens, un article publié par ma femme, et tout de suite après la décision de rapatrier tous les Algériens là-bas parce qu'il n'y avait pas une présentation politique et consulaire pour les Algériens. Les Algériens là-bas, donc leur passeport s'était expiré et les Palestiniens qui sont mariés avec les Algériens ressortissants d'Algérie, soi-disant, leur carte de résidence était expirée à cette époque-là. Oui. Donc ils sont sans papier. Même mes enfants, ils sont nés là. Donc la décision a été prise, donc j'ai rapatrié ma femme. Et par la suite, moi, j'ai réussi à sortir après une coordination française et algérienne. Par où? Par l'Égypte. Mais vous êtes sorti légalement ou vous êtes passé par les tunnels Ah non, si je suis sorti par le tunnel, déjà je serais peut-être maintenant dans la liste des terroristes. Ah oui. Ah oui, parce que toute personne qui est sortie par les tunnels. Parce que des tunnels ont été creusés entre plusieurs villes palestiniennes et l'Égypte, notamment enfin plusieurs régions, et qui permettent aux Palestiniens de vivre, quoi, de transporter des marchandises, de sortir, C'est les veines de vie, ça a été une solution au moment de l'embargo, si je pourrais le dire, de 2005, après le retrait unilatéral des Israéliens, des colonies israéliens qui étaient installés à Gaza. Oui. Gaza représente 360 km². De frontière unique qui est là avec le monde arabe, c'est avec l'Égypte. Et l'autre bout, c'était avec Israël, soi-disant entre guillemets, entre parenthèses. Moi, je ne reconnais pas Israël comme État sur mon territoire en tant qu'elle n'a pas reconnu l'État palestinien. Mais quand même, une réalité, elle existe au niveau au nord de Gaza, c'est RS, et la mer, donc la mer Méditerranée. Alors les 13 km qui nous séparent entre la Palestine, soi-disant Gaza, et la Cisjordanie, et l'Égypte, il y avait une fermeture des passages. Après 2005, après le retrait israélien, 2007, il y avait le problème entre Hamas et Fatah. Et moi, je me permets de dire que c'était un coup d'État parce qu'il y avait un gouvernement qui a été fondé et formé par une entente palestinienne, mais ça s'est dégénéré. Bon, sur le plan politique, il faudrait rappeler une chose, vous êtes plutôt Fatah que Hamas? Je suis palestinien avant tout. Ah oui, moi, souvent, on vous a reproché, quand on faisait la chronique à la radio nationale, parce que là je peux me permettre d'évoquer des souvenirs radiophoniques communs, on vous reprochait d'être pro-Fatah et pas assez du côté du Hamas. Aujourd'hui vous dites vous êtes palestinien, on le conçoit, il est normal. Je veux dire, il est normal que l'on représente un drapeau. Je suis d'accord. Mais politiquement? Je suis d'accord. Moi je suis palestinien avant d'être... Politiquement on lave le linge sale en famille, c'est ça? Pardon? Politiquement on lave le linge sale en famille? Non. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, je vais dire pourquoi. Oui. Parce que quand je dis je suis palestinien, aujourd'hui, on a besoin de l'union palestinienne. Oui. Avant de parler de nos problèmes internes, c'est un ennemi devant nous. En revanche, comme étant palestinien, oui, je suis de Fatah. Je fais partie de cette autorité palestinienne
qui a été fondée à base de Fatah et d'autres partis palestiniens. C'est ça. Fatah, c'est écrit Fatah Harakat Tahrir al-Watan Palestinien, mouvement de révolution palestinien. Alors le problème, que si... Qui n'est pas considéré comme organisation terroriste par l'Occident. Jamais. Oui. Et même Hamas, il y avait une tentative de l'Union des Nations Unies. Nous, on a révolté par le président Mahmoud Abbas qui a donné l'ordre de travailler au sein de tous nos amis et alliés au monde. Et on a réussi à passer justesse de ne pas condamner Hamas parce que c'est un problème interne. Alors il y a un malentendu, une désentente, si vous voulez le dire, entre Hamas et Fatah, mais elle ne peut pas se développer. Surtout par la voie de l'OLP, l'Organisation de libération palestinienne, c'est le continent de tous les partis politiques, de dire que ce parti ou ce groupe n'est pas palestinien. On va dire que la vision sur la libération de la Palestine est différente entre Fatah et Hamas. Exactement. L'un est pour les armes, l'autre est pour la négociation politique. Au bout d'un moment, il faudra trouver un juste milieu. En réalité, il y a c'est pas trop précis ce que vous avez dit. Ah oui, non, c'est clair. Je ne peux pas être précis sur un débat qui va durer 15 minutes. Non. Ah oui, je ne savais pas 15 minutes. Je vais tout de suite faire une grève, je veux plus. Vous les aurez plus, il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire un truc. Oui. Hamas, qu'elle a annoncé, tout le respect à elle, mais sur le terrain, elle fait le contraire. Ouais. Fatah, elle a annoncé, oui, pour les négociations, ce n'est pas un choix unilatéral palestinien. C'est un choix de la Ligue arabe, de l'Union internationale, de la communauté internationale, juste après la guerre de Golfe. Oui. Et on est passé par les négociations. On a été trahis par l'engagement américain, et c'est pour cela l'opposition, que ce soit Hamas ou autre, ils nous en veulent, mais ils sont nos frères. Donc sur le terrain, côte à côte, que ce soit palestinien, parce que le missile israélien ne fait pas le choix. Hamas, c'est mon cousin, c'est mon frère, peut-être que c'est mon père, et il n'y a pas un problème entre nous, pour le faire illustrer que c'est très grave et tout. Alors, si vous le permettez, parce que j'entends rien. Alors, du coup, maintenant, parlons un peu de la vie à Gaza. Vous quittez Gaza en quelle année? Non, je n'ai pas quitté réellement, j'étais obligé de sortir. Physiquement, vous êtes là. Réellement, c'est-à-dire, j'ai pas réussi, j'ai pas choisi de sortir. C'était en 2009, donc juste après la guerre, j'étais menacé par Israël à cause de mes interventions et mes sujets avaient déjà été faits. Et j'étais rapatrié pratiquement par l'Algérie et la France. Et je suis retourné en 2010 et je suis resté 2 ans. Et après, juste après la guerre 2012, je suis sorti. Et après, je suis retourné en 2014. J'ai assisté toute la guerre de 56 jours. Et j'ai vécu des moments terribles. Et j'étais toujours correspondant. Et après, je suis sorti. À un certain moment, je suis sorti parce que j'avais sorti mes enfants, parce que j'ai perdu, ma maison a été détruite. J'ai perdu 48 personnes de ma famille. J'ai perdu mon père en 2004. J'ai perdu mon neveu. Et il y avait un impact fort. Surtout Gaza, maintenant, aujourd'hui, elle est invivable. Il y a une coupure d'électricité de 16 heures par jour. Il y a un taux de chômage qui est très élevé. Il y a des problèmes. Rappelez-nous la surface de Gaza. 360 km². Combien d'habitants? 2 millions. 2 millions d'habitants sur une largeur au maximum 11 km. Et la longueur, c'est 30 km. Vol d'oiseau, c'est même pas 30 km. C'est ça. Ouais. C'est fou. Hein. Et bien sûr que c'est fou. Et ça dégénère des problèmes. Parce que quand il n'y a pas de travail, aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'arrive pas à payer ses fonctionnaires qui sont à Gaza. Hamas, elle n'arrive pas à payer ni assurer le travail pour tout le monde. Donc il y a un ennemi commun contre tous les Palestiniens. Ouais. Et le peuple à Gaza, il est côte à côte. Que ce soit Hamas, que ce soit Fatah. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'uniquement on répond à cette question quand on est à l'étranger. Mais quand on est là-bas, on n'a pas ça. Ouais. Il y a des problèmes internes qui se passent partout, mais ils sont tous bien. Et ils vivent la même tragédie, le même problème profond. Et ces problèmes palestiniens, malheureusement, de plus en plus, ils deviennent humains. Et pourtant, la base de la source de ce problème, c'est politique, c'est l'indépendance du peuple palestinien. Le lendemain, pour trouver travail. Donc, Israël, l'ennemi israélien sioniste, il renforce la crise humaine
pour qu'il y aura un Il la problème. renforce et il la maintient. Oui. Alors, vous l'avez dit, hein, des coupures d'électricité qui durent jusqu'à 16 heures par jour. 16 heures par jour et vous imaginez la suite. Oui. Mais la vie à Gaza, elle continue par contre. Pendant nos échanges, pendant de longues années, on s'était jamais vu, mais toujours écrit et parlé au téléphone. Vous parliez de la vie chez le coiffeur, vous parliez des mariages, vous parliez des étudiants également qui ont une vie, Bah, je vais vous donner quelques chiffres là. oui. Bah, par exemple, on a chaque année 5000, plus de 5000, presque 10 000 nouveaux diplômés Oui. de 11 universités à Gaza. Oui. Il y a chaque mois 5000 nouveaux-nés. Ça- Chaque mois, 4000, entre 4300 et 4400 décès. Et chaque année, Oui. on a un taux de chômage qui augmente jusqu'à 10%. On est au bout de 83% de taux de chômage à Gaza. Et on a en plus la construction, l'infrastructure de Gaza, elle est en destruction en continu. C'est-à-dire les maisons qui étaient détruites en 2008, celles de 2012 et celles de 2014. Et jusqu'à maintenant, elles ne sont pas toutes reconstruites. Et pourtant, pour parler de mariage, Oui. la vie continue, bien sûr. Par exemple, récemment, quand ils ont bombardé le bureau de M. Ismail Haniyeh, Oui. ils ont bombardé, ils ont touché des maisons à côté. Une des maisons, il y avait, c'était programmé un mariage Oui. pour un jeune. Tout ce qu'il avait dans cet petit appartement, il y avait une chambre, il avait une chambre à coucher et tout. Il a tout perdu. Il disait, il me reste une semaine, j'arrive pas à me marier, comment je vais faire? Alors tout de suite, il y avait tout le peuple de Gaza, la population de Gaza, ils ont cotisé pour Oui. qu'il y aura une fête de mariage à lui. Et M. Ismail Haniyeh disait, votre femme sortira de ma maison vers votre maison. C'est énorme la solidarité en Palestine. Merci Raja Boudega. Vous revenez quand? Vous revenez bientôt? Vous êtes à Alger pour longtemps là? Oui, ça va pour un peu moment. Je vais, parce que malheureusement, malgré que je suis né ici avec Oui. ma famille, mes enfants sont algériens, je n'ai pas de carte de résident. Je suis toujours considéré comme étranger. Cette fois-ci, je ne vais pas sortir jusqu'à ce que je vais avoir ma nationalité et ma carte de résidence. Donc je vais rester. On vous le souhaite, en tout cas. Sincèrement, on vous le souhaite et avec joie. Merci Raja Boudega Merci encore à une fois. vous Merci aussi, d'avoir merci été à là. tout le monde et aux Algériens. Excellente matinée à vous tous. Nous, on va parler patrimoine immatériel, le patrimoine immatériel raconté par Némia Boudbouda. On se retrouve juste après avec Abdelhakim Meziani et l'Arbi Ishabouden. Allons-y. À l'occasion de l'ouverture du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, le CRESPIAF, se tient une exposition intitulée « Héritage culturel immatériel en Afrique » au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. 28 États dans l'Algérie sont représentés par des panneaux d'information et des vidéos mettant en avant un élément emblématique du patrimoine immatériel classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le CRESPIAF, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, qui vient d'être créé sous l'égide de l'UNESCO, qui est basé à Alger, mais qui va s'occuper de tout le patrimoine immatériel en Afrique et qui va donc servir les objectifs stratégiques de l'UNESCO en faveur de la Convention. C'est ce CRESPIAF-là qui organise cette exposition, c'est son premier acte d'existence. Le patrimoine immatériel algérien est représenté par tous les éléments classés à l'UNESCO. Les Hellil du Gourara, le costume nuptial de Tlemcen, l'Imzad, le Rqb de Sidi Cheikh, la fête de la Sbiba de Janet et le Sboua de Timimoun, ainsi que les mesureurs d'eau du Touet. On précise aussi que les dossiers relatifs à la distillation de l'eau de fleurs de Constantine ainsi que le bijou de Etienne de Tizi Ouzou sont bien engagés pour le classement. C'est normal que l'Algérie ait la possibilité de présenter tous ces éléments.
tous les éléments qu'elle a pu classer sur les listes du patrimoine immatériel. On peut les rappeler, mais ils sont maintenant connus. Il y a la Halil, le Rakb, le costume de Tlemcen, le Sbour, la Sbeiba, l'Imzad. L'Imzad qu'on a inscrit avec avec le Mali et le Niger. Nous avons des dossiers en préparation. Naturellement, nous avons des dossiers qui sont dans le pipe. Il y a le Tartar qui est la distillation de l'Ouard à Constantine et dans un certain nombre de nos cités, de nos anciennes cités. Nous avons le bijou des Athiani, le bijou en argent émaillé. Nous avons comme dossier relatif au chant populaire au pluriel. Nous avons le raï, nous avons la chouir, nous avons le aïeï, nous avons le sraoui, et nous avons également un dossier commun international que nous présentons avec nos frères du Maghreb, les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Mauritanie, en espérant que la Libye puisse nous rejoindre bientôt. C'est celui relatif au couscous. Donc voilà le travail qui se fait. Le couscous, c'est un mets qui est très très ancien, qui nous vient peut-être de la préhistoire, qui en tout cas était présent dans l'Antiquité et qui représente quoi, le couscous? Le couscous, il représente l'invention de la cuisson à la vapeur. Le visiteur de cette belle exposition aura pris connaissance des héritages culturels africains relevant des différents domaines du patrimoine immatériel et qui se déclinent en tradition et expression orale, art du spectacle, pratiques sociales, rituels, événements festifs, savoir et savoir-faire. En ce moment, là, nous sommes en face de la partie Zambie, de la Zambie. Alors, nous avons le masque Makishi. Vous avez des photos, vous avez du texte dans les 3 langues. Vous avez du texte en français, en anglais et en arabe. Et chaque pays est représenté donc par des panneaux photographiques qui sont de très très beaux panneaux de grande dimension qui montrent l'élément dans son intimité. Vous avez également 3 salles de projection où vous pouvez voir, il y a 400 minutes de films, il y a 40 films documentaires de 10 minutes chacun. Là par exemple, nous sommes en face du panneau de la charte de Kulukan Fuga du Mandé, c'est-à-dire de l'Empire mandingue, qui date du XIIIe siècle et qui est une charte précurseur des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Cette charte est composée de 44 articles que l'on a mis ici tombant des branches comme des feuilles, mais des feuilles vivantes, pas des feuilles mortes, qui tombent des branches du baobab, qui est l'arbre autour du village autour duquel les populations se retrouvent. Les gens, il y a des bancs, vous pouvez vous asseoir autour de cet arbre. Regardez par exemple, donc je vous ai dit qu'il y avait 44 articles. Il y a l'article 24 qui dit « Ne faites jamais de tort aux étrangers ». C'est une charte des droits de l'homme, c'est une charte de la bonne gouvernance qui est expliquée ici. Donc vous avez les panneaux, les textes dans les 3 langues. Sachez que l'exposition est visible jusqu'au 6 juin, l'occasion de voir la carte d'identité culturelle de l'Afrique et de s'émerveiller devant tous ces trésors immatériels du continent. Indiscutablement, excellente matinée à vous tous, surtout. Bienvenue pour ceux qui viendraient tout juste de nous rejoindre. Ce matin, c'était, et là tout de suite d'ailleurs, c'était le reportage réalisé par l'ami Abou Bouddha sur cette expo au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et quant à nous, retour cette fois-ci sur l'Agora du Livre. Il y a une semaine, avec vous d'ailleurs, Abdelhakim Meziani, journaliste et chercheur, un homme de communication, on avait parlé de l'Agora du Livre, de Mediabook en particulier. Alors, il y a une semaine, on avait présenté quel livre, rappelez-moi? C'était le professeur Riaté avec son livre sur la médecine au temps de la colonisation. De la même manière qu'il a réalisé un autre livre, Les médecins de Constantine. C'est cela. Vous avez lu son livre? Pardon? Vous avez lu son livre? Je les ai achetés, mais je n'ai pas encore commencé. Vous avez assisté à la rencontre signature? Absolument. Il était présent. Oui. C'est bien, c'était une préparation pour vous.
C'était une préparation, mais en même temps, c'était un très bel événement parce qu'il avait capté l'assistance en tant qu'auteur et en tant que gars du secteur de la santé. N'oublions pas que c'est un professeur de pédiatrie. Exactement. Alors du coup, Abdelhakim Meziani, donc le monsieur qui est avec vous, c'est l'Arbi Ichebouden. Bienvenue à vous, vous êtes professeur universitaire, vous êtes auteur. Alors professeur en sociologie. En sociologie. À l'université d'Alger 2, donc à Bouzréa. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui-ci, Alger, Histoire d'une capitale, paru aux éditions Casbah, et on le présente ce matin. Abdelhakim Meziani, que peut-on en dire avant de donner la parole à monsieur Ichebouden? On peut dire ceci, que Agora du Livre, qui est une création de l'ENAG, l'entreprise nationale des arts graphiques, est ouverte à toutes les maisons d'édition et à tous les auteurs sans exception. Voilà. Il faudrait peut-être préciser, pour mieux comprendre ce livre sur Alger, que notre ami l'Arbi Ichebouden est par ailleurs professeur associé à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Oui. Ah ben on y va, on en parle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Alger, Histoire d'une capitale. Oh là là, les motifs ne manquent pas. Oui. Mais parmi les principaux, c'est que Alger compte dans l'histoire parmi les plus belles et les plus anciennes villes du bassin de la Méditerranée. Dans les temps d'histoire, je n'aurais pas à en parler, mais je peux en parler. Mais pour les temps modernes, toutes les villes de la Méditerranée sont objets de publication 3, 4, 5, 6 fois pour la même ville chaque année. Et il se trouve qu'Alger n'a pas d'auteur ou pas du tout de publication, plutôt pas de publication en tant que ville capitale. Je vous donne une référence, c'est que le dernier livre qui a été fait sur l'histoire d'Alger remonte en 1927, fabriqué et produit par René Lespès dans le cadre du centenaire de l'Algérie pour 1930. Depuis, il n'y a pas eu de livre sur Alger jusqu'à celui-ci que vous avez entre les mains. Ouais. Et donc je reprends, mais je reprends, comment dire, l'histoire de la ville à partir de l'Alger précolonial, à partir de l'Alger de la légende d'Hercule ou de la fondation d'El Jazair par les Bni Mzghannek, qui étaient des gens de la tribu de la Mitidja. Et je reprends bien sûr l'Alger de l'époque turque, l'Alger ottomane ou l'Alger de l'époque ottomane. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet Alger-là a eu le temps de se développer, de devenir une grande ville, alors qu'elle était toute petite ville avant l'époque ottomane. Et puis en même temps, grâce à cette période-là, à partir de 1528, il y a eu un développement de l'activité dite corsaire. Le Qarsana ou les pirates, comment dire. Hein. À partir de là, la ville a bénéficié d'énormément de rentes. La course comme activité représente pour l'époque moderne le pétrole. C'était vraiment quelque chose de très important. Et puis, il y a eu quand même un très bon système de gouvernement de la ville où, à cette époque-là, on avait inventé, sans le savoir, le concept de gouvernance urbaine. De nos jours, on en parle comme un terme nouveau, créé par un Américain aux alentours de 1937-38 pour gérer son entreprise. Et maintenant, c'est pris dans le monde entier comme concept de gouvernement et de gestion carrément de pays. Alors, il se trouve que la ville d'Alger était gouvernée de cette façon-là à l'époque dite ottomane. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour gouverner la ville d'Alger, je parle toujours d'Alger, il fallait non seulement des membres... C'est le sujet de votre livre en même temps. Pardon? Je veux dire, c'est le sujet de votre livre en même temps. C'est le sujet de mon livre, mais il fallait des représentants de la ville, des catégories de population, des catégories d'associations, y compris les deux grandes catégories du monde musulman d'Alger, les Hanifites et les autres. Les Malikites. Les Malikites et les Hanifites. À partir de ce moment-là, vous aviez des représentants tenant de l'économie urbaine, qui étaient les associations économiques de la ville, les associations de métiers. Vous aviez aussi des représentants d'habitants d'Alger, mais qui venaient d'ailleurs.
c'est les Rouati, c'est les Biskri, c'est d'autres personnes qui représentent leur propre communauté. Les Biskri qui constituaient la communauté la plus importante. Absolument. Le chef s'appelait l'Amin. C'était l'Amin de cette catégorie de personnes. Ça venait de l'Rouat, ça venait de Bled Khbeil, ça venait d'un peu partout, et qui étaient réunis dans des commissions de gouvernance de la ville. Ce qui n'était pas une petite chose pour l'époque. Mélange entre histoire et sociologie, en fin de compte. On ne peut pas faire... Inévitablement. Inévitablement, ouais. Voilà. C'est la question bête du jour, mais c'est la question évidente du jour. C'est la question évidente parce qu'on ne peut pas faire de sociologie sans histoire. Mais peut-on faire de l'histoire sans sociologie? On peut faire, malheureusement, pour le mauvais historien, on peut faire de l'histoire sans la sociologie. Effectivement. Mais les deux s'impliquent, les deux disciplines s'impliquent de telle sorte que l'on finit par les confondre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un très grand auteur sur l'Afrique du Nord qui est né à Tiaret et qui s'appelait Jacques Berck. Le Hadj Jacques Berck. Ouais. Voilà. Alors du coup, je finirai avec ça parce que vous donnez envie d'y aller. Ça se passera mardi, on va l'expliquer avec Hakim Meziani dans quelques instants. La couverture, elle vient d'où? La couverture de ce livre... Et le choix de la couverture? Le choix de la couverture, et donc cette image-là, elle vient des dépôts de la BU, la bibliothèque universitaire. Oui. À l'époque, je suis allé demander l'exploration de ces trésors. Oui. Il existe des lithographies, il existe énormément d'images aussi exotiques que celles que vous avez entre les mains. Mais on a fait un choix et c'était ça l'image qui correspondait le mieux au contenu de cet ouvrage. Parce que c'est l'histoire d'Alger. Magnifique. Alger, histoire d'une capitale, l'Arbi, Ichebouden. Merci d'avoir été là, professeur. Avec plaisir. Allez, on continue avec vous, Abdelhakim Meziani. Ça va aller? Ça va, vous voulez un petit coup vous vous en occupez pas, j'arrive tout de suite. Donc là, je vous l'air donner comme ça. Allez. Alors, très bien, on y va. Pour l'Arbi Ichebouden, vous pouvez deviner, c'est en fait un coup de cœur. Oui. Nous avons beaucoup épilogué sur Alger et son histoire, mais nous avons constaté, comme le soulignait si bien l'Arbi, qu'il y avait peu d'écrits sur Alger en tant que capitale. Ouais. C'est un statut qui lui est contesté. D'ailleurs, à la sortie de son livre, plusieurs critiques ont été formulées de manière à contester ce rôle de capitale, alors que nous savons pertinemment que durant la période ottomane, comme durant la période ziyénide, qui avait vu l'éclosion d'un grand saint, Sidi Abdelrahman Ta'alibi, en l'occurrence, Alger avait son mot à dire et avait joué un rôle très très important. D'ailleurs, ça me rappelle que notre ami Slimane Hachi parlait de l'Afrique. Ouais. Vous l'évoquez parce qu'on l'a vu dans le reportage qui a été réalisé par Lamia Boudbouda. Hein. C'est ça. Oui. Alors, l'Afrique, sur le plan musulman, est dominée par une association soufie qui est la Tijaniya, qui représente 450 millions d'âmes en Afrique subsaharienne. Donc, le chef de cette confrérie, le fondateur de cette confrérie, a été formé au mausolée de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, donc en pleine Casbah. Ouais. Maintenant, pour ce qui est des corsaires, l'Arbi avait parlé donc des Ottomans et des corsaires, mais il faut peut-être faire remarquer que la course existait bien avant l'arrivée des janissaires, puisque Alger, le royaume d'Alger, dirigé à l'époque par le roi Selim Toumi, vivait des courses, des butins de guerre, et que par ailleurs, Alger disposait d'un immense chantier naval qui avait été construit par les Andalous, qui avait donc pour objectif de repartir en Espagne pour se réinstaller. Et ça, ce sera pour mardi, pour poursuivre un peu sur ça, parce que je sais que vous avez envie de lui répondre. Non, ça va. Si, je veux. Oui, mais le problème, c'est le temps que... Tu veux ton épéda?
Non, c'est juste pour compléter que le Cheikh Toumi, à son époque, a appelé le groupe de la fratrie grecque qui était installée à Djidjil pour venir défendre Alger contre les attaques espagnoles à cette époque-là. Il avait appelé plus exactement le chef berbère, F. Belkadi, qui avait enrôlé les frères Barberousse dans son armée dans le but de reconquérir Béjaïa qui était sous domination espagnole. Voilà. Voici le livre, il est à découvrir, ça se passe mardi. Celui qui modérera et qui vous accompagnera, c'est Abdelhakim Ziani. Celui qui sera à l'honneur et qui présentera son ouvrage, c'est Larbi Ichebouden, professeur Larbi Ichebouden, Histoire d'une capitale Alger. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. C'est le mardi à 14h. Mardi 14h, Mediabook, on rappelle l'adresse. Librairie Mediabook, 26 rue Ahmed Zabana. Métro, Khalifa Boukhalfa. Ben voilà, un acquis. Merci encore. Merci d'avoir été là, Abdelhakim Messiani. J'espère que vous reviendrez parce que nous aimerions évoquer la prochaine fois la question du patrimoine immatériel africain également. Ça sera avec plaisir. En tout cas, ce sera un plaisir de vous recevoir. Merci messieurs. Quant à nous, tiens, on se retrouve dans quelques instants. Ça se passe avec Maya Amrani et avec elle, on reçoit aujourd'hui une artiste mosaïste. Elle s'appelle Sarah Hamout. Elle est à découvrir, d'ailleurs, avec un portrait réalisé par Maya Amrani sur cette mosaïste qui sera parmi nous, d'ailleurs, dans quelques instants. Alors, en attendant, on se retrouve dans quelques minutes. À la galerie El Yasmine, le printemps s'installe bel et bien. Leïla Wahmed nous offre en partage une palette riche et colorée. Sur les cimaises, des toiles où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des couleurs chaudes, où elle y imprime sa vision et ses émotions du moment. Et dans son espace plastique, l'artiste laisse parler son moi intérieur. Alors c'est une expo que je prépare depuis quelques années. Elle n'était pas destinée à être montrée. Au départ, je peignais parce que c'était un besoin. Et c'est mon amie qui m'a vraiment poussée à les montrer parce qu'elle a trouvé que bon, elle les a aimés. Alors, je trouve cette exposition extrêmement haute en couleurs d'abord. Elle est festive, elle est très optimiste. Il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a des couleurs crues. Crues ou parfois même il y a des mélanges savants de couleurs, mais c'est la joie de vivre et le bonheur à tout prix, le bonheur malgré tout. Voilà, c'est la première impression qu'on a. On est frappé par ces belles couleurs-là. Dans sa dynamique artistique, Leïla laisse libre cours à sa créativité. En autodidacte, elle avance, recherche et explore. L'artiste nous transmet un sentiment de joie et de gaieté, ainsi que son amour de la vie. Ces toiles sont une véritable renaissance. Elle, qui côté santé, est passée par des moments très difficiles. En plus d'une passion, la peinture a été pour Leïla Wahmed une véritable thérapie. Son exposition, elle l'a d'ailleurs intitulée Allégresse. Elle se retrouve peut-être dans les grands formats, peut-être c'est sa nature en plus, parce que je lui demande à chaque fois, est-ce que vous avez des petits formats? Elle me dit, moi, non, actuellement, je bosse uniquement sur le grand format et je me retrouve très très bien dans son univers des grands formats, avec ces couleurs qu'on est en train de voir, c'est la beauté. Et puis, ça reflète aussi la personnalité de Leïla Wahmed, voilà, c'est un peu ça. C'est des tableaux
qui exprime tout ce qu'elle pense. On voit des tableaux de liberté, on voit des tableaux de nature, ça reflète nos habitudes, les khamset et tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tableaux. Et ils sont très beaux, beaucoup de couleurs et qui sont mis en valeur dans cette galerie. Après le verre, c'est la toile qui l'attire. La toile, un support de travail au travers duquel cet artiste peintre se laisse guider par sa ferveur artistique. Dans ce champ thématique, elle construit son univers et affirme sa sensibilité. Un univers où elle laisse vagabonder son imaginaire. Un univers bien à elle, où l'artiste exprime ses ressentis. Dans l'œuvre de Leïla se dégagent les flux de l'espoir, des soupirs étouffés, des correspondances de l'intime, et la foi dans ce cheminement coloré où le symbole est quasiment constant. Une quête permanente où le vide n'existe pas. Ce foisonnement de fleurs multiples me fait penser à ces tisseuses assidues de tapis qui célèbrent et invitent inlassablement le printemps. C'est Leïla. De ces peintures se dégage de la fraîcheur, de la lumière et de la musicalité. Dans ce monde imaginaire, Leïla Ouahmed libère toutes ses forces créatives et traduit ses émotions d'artiste. Allégresse, une exposition qui se veut comme un véritable hymne à la vie, avec en toile de fond partage, amour et espoir. Et voilà, c'était donc c'était Nassiba Djaïdil avec cette exposition de l'artiste peintre Leïla Ouahmed à la Galerie d'Art El Yasmine. Et bien évidemment, c'était Nassiba Djaïdil. Bonjour Maya. Bonjour. Comment ça va bien? Bonjour Mahrez, bonjour à vous tous. Oui, très bien. Bien, à travers déjà les peintures, on a senti le printemps. Oui. Mais on le sent déjà à travers la température qui se passe dehors. Et oui. Vraiment, on sent le printemps. Vous sentez le printemps? Oui, très, très agréable saison. Hein? Oui. Moi, j'aime beaucoup le printemps. C'est la meilleure des saisons, de toute façon. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de couleurs. Alors voilà, couleurs toujours, on reste dans le printemps. Alors nous allons parler d'une dame qui est autodidacte dans le domaine de l'art. Elle a commencé par le dessin, elle a commencé par la peinture, puis elle a pris pour passion définitive maintenant, c'est la mosaïque. Elle en fait un travail d'abord de passion et puis elle fait la formation de quelques jeunes qui veulent apprendre la mosaïque. C'est très agréable, vous savez, de travailler la mosaïque. Vous savez, Mahrez, non seulement c'est agréable, mais c'est une thérapie pour, par exemple, certaines personnes nerveuses. La mosaïque leur donne une certaine zénitude, un certain calme. Oui. Ça les oblige à rester vraiment... Vous en avez fait un peu, vous? Très peu, mais en voyant faire Sarah Hamout, épouse Haddad, ça m'a donné envie de reprendre. C'est vrai que c'est passionnant. Oui. Et nous avons un reportage qu'on a fait avec elle, c'est son portrait chez elle. Elle n'est pas du tout. Elle a un petit atelier chez elle hein, qu'elle s'est réservé. Et elle fait même la formation de jeunes chez elle. Et puis, elle est en fait fonctionnaire, elle est comptable dans une société. C'est-à-dire qu'elle a une vie professionnelle et elle a cette passion qu'elle développe chez elle. Exactement, professionnelle et familiale. Elle a quand même une famille. Donc, c'est à suivre. Voilà, on va voir le sujet. Le sujet ou le reportage ou le portrait est signé Maya Marani. Allons-y. Nous avons retrouvé Sarah Hamout dans son atelier où elle s'adonne à sa passion, développée au fil des ans, la mosaïque.
Cette khamsa, c'est une khamsa que j'ai créée moi-même, imaginée, bien sûr, inspirée des khamsat traditionnelles, avec un petit coin là, par-ci, par-là. D'ailleurs, toutes les khamsat sont de la même forme. C'est une planche, oui, en bois, coupée chez le menuisier. Oui. Que bien sûr je dessine et je coupe chez le menuisier. Et bien sûr je dois choisir des couleurs comme la peinture ou le coloriage. On doit choisir les couleurs des tesselles. Et là c'est une personne qui veut une khamsa dans le vert. Donc je prends un peu de bleu, vert. Là je choisis quelques couleurs qui vont lui aller. L'art de la mosaïque consiste à assembler des tesselles ou fragments de dimensions variables fixés sur un support à l'aide d'un liant. L'assemblage de ces tesselles forme ainsi un dessin au motif décoratif. Je dois choisir des couleurs comme la peinture ou le coloriage. On doit choisir les couleurs des tesselles. Et là, c'est une personne qui veut une khamsa dans le vert. Donc je prends un peu de bleu, vert. Là, je choisis quelques couleurs qui vont lui aller. Et je commence à couper les pièces en petits carrés. Alors ces pierres, vous les prenez comme ça, coupées déjà, non, ou bien non. vous les achetez comment? Je les achète en forme de filet de 33 cm sur 33 cm. Oui. Et je les démonte, je les coupe. Et c'est de la mosaïque qui est en pâte de verre. À la base, les mosaïques sont prévues pour les piscines, les salles de bain, les revêtements muraux. Oui. Et puis les mosaïstes les utilisent pour la décoration artistique, manuelle. D'accord. Alors comment vous procédez? Je prends une pièce, je la prends du filet, je la coupe. Puisque c'est un travail avec des formes carrées, donc je coupe les pièces en carré. Car il y a des formes qui sont triangulaires. Oui. Mais Hadia a des formes carrées. Donc je les coupe en carré et je les ajuste. Bon, la création avec des formes linéaires, des carrés une par une. Après une deuxième avec une autre couleur, une troisième. Mais je peux faire un travail qui est aléatoire. Est-ce que c'est un miroir que vous allez faire comme ça, rempli? Non, vous allez remplir Hadi, elle va être pleine. khamsa. Elle va être pleine, comme ça, pleine, à 100%. Mais après, il y aura des crochets ici. Les clés, Un porte-clés. Voilà, un porte-clés pour l'entrée de la maison. En même temps, pour le khamsa, pour le symbole. Ce tableau-là, c'est une série de tableaux du Tassili que je prépare au fur et à mesure. Oui. Comme on a 15 000 dessins rupestres chez nous. Alors vous reprenez le dessin, vous le dessinez? Oui, je reprends les dessins tels qu'ils sont au Tassili et je modifie rien pour qu'on garde l'histoire, la vraie histoire. L'histoire de ces filles, c'est des danseuses. Voilà, oui. Elles sont 5 à la base. Il y a 3 et 2. J'en ai préparé 2 tableaux. Et voilà, l'image réelle, c'est une vache et des danseuses. On les appelle les danseuses du Tassili. Oui. Cet artiste mosaïste puise son inspiration et sa créativité dans l'harmonie des couleurs et des textures. Son désir est de transmettre du bonheur par ses œuvres et de partager un moment d'émotion avec ceux qui se sentent touchés par cet art. Je fais ça après vraiment en fin de soirée ou bien le week-end. Voilà, le week-end. Je reçois aussi des élèves qui sont intéressés par la mosaïque. Je les forme, je fais des sessions de 2 jours. Mensuellement, ça dépend. Donc, sur demande. Voilà. Sur ma page Sarah Mosaïque, je crée un événement et il y a des élèves qui sont intéressés. Je prends des chutes de céramique que je ramène des vendeurs de céramique, cassées ou entières.
pas forcément. C'est du recyclage. C'est du recyclage, voilà. Hada, c'est de la récup. Hada, c'est vraiment de la récup et du recyclage. Un art qui nécessite créativité, sens des couleurs, habileté. Sarah continue d'explorer et d'approfondir différents arrière-plans en créant selon ses émotions, son vécu et ses goûts, empreint de vitalité et d'optimisme et de simplicité. Voilà, et de créativité surtout. Surtout, oui. Et puis il faut aimer, c'est une passion. Moi j'aimerais bien. Vous allez en faire? Oui, je vais en faire. Et vous nous faites un petit quelque chose avec lequel on va décorer le plateau? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ce sera signé Maya Amrani. Bien sûr. Merci Maya. Merci à vous tous qui nous avez suivis, bien sûr. On se retrouve tout simplement dès demain pour la matinale et Inch'Allah. dès samedi prochain, bien évidemment, avec vous, ce sera avec plaisir. Inch'Allah. Voilà, votre